Claude Hainaut, merci beaucoup premièrement de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Bienvenue, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Toi, Claude, est-ce que tu es originaire de Beauharnois comme tel depuis que Oui, ta première journée? Je suis natif de Beauharnois. En fait, je suis natif avant la fusion du village de Mellocheville. OK. Comme mon père avant moi, mon grand-père et le père de mon grand-père. Donc, les Hainaut sont originaires du coin depuis de nombreuses décennies. Qu'est-ce qui rend la ville particulière pour toi? J'imagine qu'il y a un attachement sentimental de par l'origine, mais qu'est-ce qui fait la particularité de la ville selon toi? Bien, c'est sûr qu'il y a un attachement. Je l'ai dit tantôt, c'est mes origines depuis plusieurs générations qu'on est à Beauharnois. Beauharnois, c'est une belle ville sur le bord du fleuve qui a été longtemps une ville réputée pour sa pollution, son industrialisation. Mais la fermeture des usines qu'on a vécues depuis le début des années 90 jusqu'au début des années 2000, en 20 ans à peu près, bien, le bon côté de ça, ça a fait disparaître la pollution. Ça a fait disparaître les emplois, malheureusement, mais ça a eu le côté de faire disparaître la pollution. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que Beauharnois, c'est une ville magnifique sur le bord du fleuve. Notre voisin d'en face, c'est la ville de Montréal. Quand tu regardes le fleuve, tu vois directement l'Oratoire Saint-Joseph, l'Université de Montréal. On n'avait pas cette vision-là avant. Moi j'ai toujours été... j'ai vécu sur le bord de l'eau. Moi, je pense que j'ai appris à nager avant d'apprendre à pêcher. Et on était à la chasse, on était à la pêche, on était en bateau. C'est toujours des activités qu'on a faites tout le temps. J'aurais plus de difficultés, je te dirais, à m'éloigner de l'eau qu'à m'éloigner de la ville. Oui, quand les racines sont là. Aujourd'hui, on est en train de revivre complètement. Là. On revit une nouvelle réindustrialisation, on recrée des emplois. Sans la pollution, sans tous les inconvénients des années 50-60. Aujourd'hui, on se tourne vraiment. J'ai l'habitude de dire qu'on a tourné le dos au fleuve pendant des décennies. Maintenant, on se revient de bord, on regarde en arrière. Et c'est magnifique ce qu'on trouve là. Et ça permet de tourner les fermetures d'usines qui sont une nouvelle en soi négative en quelque chose peut-être de plus positif et de pouvoir se tourner vers l'avenir. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir des sites disponibles pour du développement industriel ou commercial. Et c'est emballant de gérer la croissance. Moi, j'ai passé ma vie dans le monde public parce que j'étais gestionnaire de la commission scolaire avant de prendre ma retraite et d'en revenir au municipal. J'ai géré pendant 35 ans la décroissance. Et depuis maintenant, là, et dans les 10 prochaines années, on vit une croissance extraordinaire. Ça me tente de te demander, Claude, est-ce que tu te voyais plus jeune travailler en politique? Est-ce que c'est quelque chose de ta connaissance, de où ça remonte, cette envie-là de travailler? Je pense que depuis tout le temps, ça doit être dans mes gènes. Écoute, mon grand-père, parce que historiquement, la ville de Beauharnois, ça couvrait l'ensemble de la région. Mellocheville, Beauharnois, Maple-Grove, c'était au départ une seule et même entité, depuis 1729 en fait. Et mon grand-père faisait partie du premier conseil de la première ville de Mellocheville qui a séparé le village de Beauharnois dans le temps. Puis moi, je suis le maire. La sécession de Mellocheville. Lui faisait déjà de la politique là. J'ai des oncles qui étaient en politique. Mon père a été conseiller municipal du village de Mellocheville pendant 30 ans. J'ai toujours suivi dans ma jeunesse. C'était régulier. Dans ce temps-là, il y avait des élections aux années puis aux 2 ans. Ça fait que j'ai toujours trempé dans la politique, même quand il n'y était pas. Il était proche de la politique, lui aussi. Ça fait que c'est quelque chose qui a toujours été présent pour moi. Et comme j'ai toujours travaillé dans le service public, parce que j'ai passé 35 ans à la commission scolaire, c'était la commission scolaire de la Vallée des Tisserands, donc des Moissons avant, Vallée des Tisserands, donc c'était ici. C'est organiser l'enseignement pour les jeunes de chez nous. J'ai toujours été très, très proche de la politique. Et j'étais déjà maire à 33 ans de la ville de Beauharnois. Parce que là, je suis dans un retour en politique après 25 ans de pause. J'ai été maire, j'ai été à la ville, moi, de 82 à 90, au moment de l'assainissement des eaux, de refaire le centre-ville. On avait tout fait ça pendant ces 8 années-là. Puis j'ai été probablement le plus jeune maire de la ville de Beauharnois à 33 ans. Là.
Aujourd'hui, j'y reviens. Là, je suis plus le plus jeune. L'expérience a pris le dessus. Dans la vie de tous les jours, Claude, comment est-ce que tu fais pour faire tomber le stress? Parce que tu es sûr, j'ai regardé la liste des comités que tu présides ou auxquels tu participes. Il y en a une immense liste. Ouais. Premièrement, est-ce que tu trouves du temps pour des loisirs, pour des temps libres? Et si oui, qu'est-ce que tu fais pour relaxer, faire tomber cette pression-là? Écoute, est-ce que j'ai du temps pour les loisirs? Honnêtement, j'en ai pas beaucoup. Je suis un passionné, donc je suis impliqué et je crois beaucoup aujourd'hui en politique. Pour obtenir quelque chose dans une ville, il faut s'impliquer. Tu sais, quand j'étais là, je parlais tantôt que j'étais là en 82. Bien, en 82, on a créé les MRC. Aujourd'hui, il y a la MRC, il y a la CRI, il y a le CLD, il y a la Communauté métropolitaine, il y a la Table de la Couronne-Sud. Écoute, on peut en faire une kyrielle de listes. Quand eux autres se sont tous occupés de ton agenda, là, c'est une petite demi-heure de temps en temps pour t'occuper des affaires de la ville. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement accaparant. Mais je suis retraité aujourd'hui, je me suis aligné et je l'ai dit tout le temps, je m'en viens et je veux consacrer les 8 prochaines années au service de la ville. Je m'y consacre en ce sens-là. C'est sûr, j'en ai des loisirs, les fins de semaine, j'ai des petits-enfants, je déconnecte de la ville, il faut que je m'occupe d'eux autres. Et c'est plus là que ça passe. Et à certaines périodes de l'année, je me garde des temps pour voyager, ce que j'aime beaucoup. Ma conjointe est retraitée aussi, donc c'est comme ça que ça se fait. Une marge de temps en temps dans la ville, mais moins que je voudrais. Pas autant qu'on voudrait. Effectivement, ça serait bien que j'en fasse un peu plus. Moi aussi, je te dirais. Je suis rendu là aussi. Est-ce que tu es quelqu'un, avant de rentrer dans tout l'appareil politique, est-ce que tu étais quelqu'un de plutôt routinier? Est-ce que ça a été difficile de transformer la vie quand tu étais Moi, j'ai jamais été vraiment routinier. J'ai une formation en administration générale. Je suis un généraliste de par ma nature. Donc, toucher à plusieurs dossiers en même temps, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Là. Je me suis occupé à la commission scolaire des finances, j'ai été secrétaire général, j'ai été directeur des ressources humaines pendant 15 ans, je me suis occupé du transport scolaire, je me suis occupé de l'informatique, j'ai toujours touché à peu près à tout. Et souvent à plusieurs affaires en même temps, parce que dans le premier mandat, j'étais le directeur des ressources matérielles, puis après ça, des ressources humaines de la commission scolaire, mais j'étais aussi le maire de la ville. Ça tombe bien parce que le bureau de la commission scolaire est à côté de la ville. Physiquement, c'était très pratique. Mais c'est sûr que ça demande une grande capacité de changer de chapeau puis de passer à l'autre. Je dis souvent que c'est comme des tiroirs. J'en ferme un, puis je rouvre l'autre, puis je repasse une entrevue tout de suite. Là. Mais j'ai toujours été comme ça. J'ai beaucoup d'affinités. J'ai développé ça avec le temps. Mais je peux pas te dire qu'à telle heure, tous les jours, je fais la même affaire. Je suis jamais comme ça. Là. Je suis comme à l'extrême, à l'inverse de la routine. Ben d'ailleurs, on est en plein milieu de la semaine comme ça et on a réussi à trouver trouver un petit trou pour se rencontrer aujourd'hui. Là, par contre, je sais que tu n'es pas un gars routinier, mais je vais t'imposer un horaire. Okay. J'aimerais ça qu'on aille à ton bureau si ça te dérange pas. Pas de problème. On va aller poursuivre cette entrevue-là par absolument. Du métier. Parfait, allons-y. Okay. On est maintenant rendu dans le bureau du maire, Claude Hainaut. Tu le disais un peu plus tôt, tu as été maire, ça s'est fait en deux parties, une fois de 1984 à 1990, puis après ça, il y a eu une pause de 19 ans et tu es revenu en 2009. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus différent entre les deux mandats? Oh mon Dieu, c'est principalement le grand nombre d'organismes qui ont été créés dans les 30 dernières années, ou dans les 20 ans où je n'ai pas été là. Quand j'étais là la première fois, on travaillait à la mise en place de la municipalité régionale de Comté. C'était la première instauration de la MRC. Je reviens 20 ans plus tard et il y a la MRC, il y a le centre local de la CLD, centre local de développement, il y a la CRI qui est un autre organisme supra-régional.
On fait partie de la CMM. Il y a la Couronne Sud, parce qu'à la CMM, on est groupe de la Couronne Sud. Donc là, quand tu sièges à tous ceux-là, la SADC, qui est un organisme fédéral. L'Union des municipalités, qui était L'Union là des déjà. municipalités. Je suis au conseil d'administration de l'Union des municipalités. Je siège à Montréal International via la CMM. La CITSO également. La CITSO, je préside le CITSO au niveau du transport. Il y en a une quantité phénoménale. Mais tu sais, tout ça débutait il y a 20 ans. Assez curieusement, quand je suis revenu, puis on était avec le maire Lapointe, la mairesse de Châteauguay, le maire de Ville-de-Léry, ça faisait longtemps, ces deux-là qui étaient là. Et on discutait du CITSO, puis on a ressorti, on a fallu retourner aux lettres de création du CITSO pour savoir ce qu'on avait le droit ou pas. Et c'est moi qui avais signé la lettre pour créer le CITSO en 84. Donc, tous ces organismes-là étaient à se construire en 84. En 2014, elles sont en place et ces organisations-là ont souvent fait des petits, d'autres organisations, d'autres regroupements qui sont faits. Ça, je te dirais, c'est la principale différence qui s'est passée. Et qu'est-ce qui explique la pause de 19 ans? Est-ce que c'était une envie de je faire l'avais autre dit chose? dès le départ, quand j'étais venu en 84, en 82, je m'étais présenté comme conseiller. Écoute, j'étais venu avec l'idée de consacrer 2 mandats à la chose politique. Puis après ça, j'avais une carrière à mener en même temps. Okay. Je l'ai faite en même temps. Mais j'ai fait mes 2 mandats. On avait fait beaucoup de projets, une marina, déplacer un nouvel hôtel de ville, l'assainissement des eaux, la revitalisation du centre-ville. Une fois qu'on a eu tout fait ça, moi, je le disais à ce moment-là, à un moment donné, on va en faire plus. On va se vider et on va aller se ressourcer. On va laisser la chance à d'autres de venir débattre de ça. C'est ce que j'ai fait la première fois. C'est ce que je compte faire cette fois-ci. OK. C'est encore une toujours, idée de... Là, j'en suis à mon 2e mandat. Je pense qu'on est en train d'enclencher tout ce qu'on a travaillé. On a pris 4 ans pour le bâtir et là, on devrait en réaliser une grande partie. Et c'est par souci de ne pas s'encrouter, de ne pas rester toujours je pense qu'il y a de ça. 2, il faut aussi laisser la chance à d'autres. Il y a d'autres mondes qui ont des idées, puis tu deviens à un moment donné un monument qui est plus déplaçable. Tu sais, si je te rouvre pas la porte, bien, l'âge où tu es le plus dynamique, peut-être, tu ne seras pas là pour partir. Tu as une expérience à prendre. Là. Il faut mixer un peu ça. Je dis pas que c'est une recette qui est automatiquement pour tout le monde, mais je pense qu'à un moment donné, il faut y aller tant qu'on a des idées neuves. Quand on commence à s'encrouter, il faut être assez grand pour s'en apercevoir et s'en aller. Et quand on a ces racines comme toi, ici, bien ancrées dans la région, j'imagine qu'on connaît à peu près tout le monde, on doit avoir beaucoup de liens avec les citoyens ici. Est-ce que ça a été difficile de faire la transition un peu entre le travail de maire et le citoyen, de faire cette distinction-là? Est-ce qu'il y a eu une période d'adaptation? Pas vraiment. Peut-être que c'est ce que j'ai fait toute ma vie. J'étais directeur des ressources humaines dans la commission scolaire sur le territoire de ma ville où je restais, où mes enfants étaient à l'école. Ma femme était enseignante. Donc, cette espèce de lien-là, je l'ai toujours vécu. J'ai toujours dû m'adapter à ça. J'étais directeur des ressources humaines et ma femme est enseignante. Imagine un peu le climat quand elle assistait aux assemblées syndicales. Puis les gens étaient toujours étonnés qu'elle lui pose des questions. Mais ils disaient, ben oui, mais tu dois le savoir, c'est ton mari qui a pris la décision. Mais j'avais une porte blindée. Quand je sortais de mon bureau, j'arrivais à la maison, on parlait d'autres choses. C'est la même chose avec les enfants. Ça, c'est important pour... Donc, j'ai toujours été capable de me détacher comme ça. Puis dans le monde municipal, c'est pas... Puis je peux pas dire que j'ai à me détacher. Je connais le monde. C'est sûr qu'il y a des façons de faire. On s'est doté d'une politique d'achat. C'est clair. Puis que ce soit mon chum, mon père, ma mère, ma grand-mère, il y a une façon de faire les affaires si tu viens en ville. Passe par là. Dépose, viens rencontrer la personne de l'approvisionnement. Pas moi. C'est pas moi qui s'occupe de ça. Quand tu parlais de délégation tantôt, moi, je me tiens au courant des dossiers. Je peux te dire qu'est-ce que contient la politique d'approvisionnement de la ville. Viens pas faire affaire avec moi si tu veux faire une affaire avec la ville. Tu vas frapper un nœud, je m'en occupe pas. Même si on se connaît. Pas du tout. Passe par là, suis la procédure, puis tu déposeras des demandes de soumission. Moi, ma job, c'est de m'assurer que nos employés assurent les gens de la ville qu'on achète le mieux, au meilleur coût, le meilleur produit et qu'on crée le plus d'effets dans la ville. Mais il n'y a pas de particulier là-dedans. C'est pas si compliqué que ça de se départir de ça. Moi, je continue à faire l'épicerie à toutes les semaines, puis c'est sûr que des fois, ça prend plus de temps passer entre la viande et le pain, là, parce qu'il y a 3-4 questions en cours de route, là, mais je délaisserai pas ça. Les gens sont souvent surpris de me voir encore là, mais j'ai fait ça pendant 30 ans. J'ai toujours fait ça chez moi, puis je vais continuer à le faire. Là. Et c'est une occasion d'aller
entendre ce que le monde a à dire. Il y a une problématique au niveau du taux de votation au municipal qui est excessivement bas. Et bizarrement, c'est probablement l'endroit où le citoyen a un accès le plus direct à changer les choses, à faire avancer les dossiers dans leur entourage immédiat. Comment t'expliques ça? Et puis comment est-ce qu'on pourrait encourager les gens à voter plus au municipal? Ben moi, je pense que le premier problème, c'est qu'il y a un cynisme par rapport aux politiques qui est fortement encouragé par ce qu'on a vécu, tout ce qui est sorti à la Commission Charbonneau, et malheureusement ne sort dans les journaux que les mauvais côtés. Tu sais, tu verras pas à la télévision un bon coup que la Ville a fait, on va en faire un spécial. Pas dans la première demi-heure, disons. Ils vont parler une minute à la fin. Puis... Il faut que tu t'arraches le cœur pour venir à bout de les arracher 15 secondes de temps en temps. Si le bateau qui est accroché là coule puis qu'il y a une fuite d'huile, ils vont tous arriver en profusion. Si tu ramasses l'huile, ils ne reviendront plus. Ça y est pour beaucoup. Et ça, c'est très difficile à combattre ça. Ça prend des interventions comme celles que vous faites là sur autre chose qu'une chicane ou un engueulade à un moment donné. Il y a des belles choses qui se font dans le monde municipal. Tu sais, on a fait une planification intéressante. On en a rénové l'aréna. Tu as vu en s'en venant entre chez moi et ici, il y a 42 logements de l'Office municipal d'habitation qui sont en construction. Il y a des choses magnifiques qui se font dans nos villes, puis on les oublie trop souvent. On a passé des heures et des heures et des heures à parler. Là, il y a eu tout un essor à un moment donné parce que Nathalie Simon est devenue le modèle de l'intégrité. Il a fallu qu'il se pose un geste concret comme ça pour que les gens commencent à réaliser qu'il n'y a pas que des fourbes et des croches en politique municipale. On n'est pas tous liés avec la PEG, mais pas du tout. Et pour sortir le bon côté, là, regarde le nombre d'heures et le nombre d'interviews qui ont été consacrées à Mme Roy-Laroche de Lac-Mégantic. C'est parce qu'il y a eu le nombre de morts avec la catastrophe qu'il y a eu là que les journaux se sont intéressés à ça. Avant, personne ne savait où était Lac-Mégantic, ça n'intéressait pas personne. Et c'est ça qui a fait peut-être ce genre d'action-là ou de situations-là qui sont dramatiques finalement, qui ont donné peut-être un peu, qui ont redoré un peu le blason des maires. Je pense qu'il faudrait, à quelque part, je comprends aussi, les médias suivent ce que le monde est en demande. C'est un peu l'œuf par la poule, là. Quand est-ce qu'on va arrêter? On va toujours vivre avec des téléréalités, puis qu'est-ce qui va le plus mal, puis c'est ça qui fait le show? C'est sûr que ça fait le show. Tu vas être plus là, tu vas avoir plus de monde qui va vouloir en faire. Mais à quelque part, on est capable de repartir le roue sur l'autre bord, à tout le moins consacré. Nous, on fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Tu sais, on publie un bulletin mensuel qui va jusqu'à 16 pages, qui est très bien fait, qui est bien conçu, qui est monté, où on explique tous les projets de la Ville. On essaie de faire ça, mais... Et ça commence, nous, à la station, on reçoit de plus en plus. Je dirais que la Ville de Saint-Lazare est très habile de ce côté-là aussi. À Beauharnois aussi, Châteauguay, on reçoit de plus en plus de communiqués. Pas juste les grosses annonces, les gros millions. Souvent, c'est des petits détails, mais on sent qu'il y a une espèce de volonté à dire on est transparent, on montre ce qu'on a montré, on n'a rien à cacher. C'est important que vous autres, comme médias, vous embarquiez dans cette opération-là. Tu sais, on est tous responsables du cynisme grandissant. Puis c'est facile, tu peux t'asseoir puis passer facilement 1h30, que ce soit moi ou toi ou n'importe qui, à chialer contre le ministre de ça. On va toujours trouver quelque chose. Quand tu as fini avec un, tu passes à l'autre palier du gouvernement. On en a assez, on est bon pour passer une soirée complète. Mais à un moment donné, il faut aussi se détacher de ça puis se dire qu'il y a des belles affaires qui se font, là. Puis réaliser, tu sais, à Beauharnois, c'est le fun, on peut le dire, la 30 est là. Les sorties sont là. Il y a plein de monde qui nous ont dit jamais vous gagnerez la 3e sortie à 30. C'est impossible. Le contrat est donné en PPP. La 3e sortie, elle est là à Beauharnois. On a gagné, mais on a été tenace, c'est épouvantable. Je les ai pas, la journée que j'ai été élu, j'ai commencé à le dire, jusqu'à temps qu'ils me le concèdent et qu'on leur trouve des solutions pour qu'ils fassent de l'argent en plus en adaptant nos affaires. Mais il faut faire ça, il faut être là, puis il faut en profiter, puis il faut regarder le beau côté des affaires. C'est fait, là, aujourd'hui. À cette heure, profitons-en, amenons des projets de développement. Et on commence à se montrer ce beau côté-là. Bien, d'ailleurs, j'aimerais ça que tu t'ailles nous montrer les lieux qu'on va exploiter dans les prochaines années. Je pense que c'est ça ton coup de cœur en ce moment. C'est ça qui te fait vivre à peu près... Écoute, nos efforts sont consacrés
pas à temps plein, mais presque au développement économique, autant industriel que commercial. Le résidentiel est en train de se faire aussi, mais là, il faut vraiment enclencher la procédure. On est en train de remplir les trous aux sorties d'autoroute, de créer ces emplois-là. C'est la base même de la réussite de la ville. Si tu veux avoir du monde, il faut que tu commences, par le trouver de l'ouvrage. S'ils travaillent, ils vont être ici, ils vont avoir de l'argent dans leur poche, ils vont consommer. La première affaire, après ça, ils vont te demander un logement. Puis après ça, ils vont te demander pour s'en venir ici des services, mais des commerces. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire. La job puis le commerce, qui est aussi une job mais un service. Après ça, des maisons. Après ça, des loisirs. Bien, on va aller voir tous ces lieux-là, certains d'entre eux, les principaux lieux. Ça va me faire plaisir de vous guider là-dedans. Allons-y. Merci. Alors Claude, on est ici à l'intersection du chemin de la Beauce et du boulevard Cadieux, l'autoroute 30, parce qu'ici c'est le futur lieu, un des futurs sites où il y aura beaucoup de développement. Parle-nous un peu de l'endroit ici. Ici, la ville, on a fait l'acquisition. La rue que tu vois là, la clôture, tu continues jusqu'à l'autoroute. De l'autoroute au boulevard Cadieux, tout ce terrain-là, jusqu'au Boisé à peu près, ça, c'est ce qui a été acquis par la ville et qui a été remis en vente en appel de projet auprès de développeurs locaux pour un développement commercial. C'est ça qui a été octroyé il y a un mois maintenant, 3 semaines ou un mois, au groupe Ardennes qui va développer un centre commercial ici. On parle d'un gros marché d'alimentation, quincaillerie, pharmacie, bureau, commerce de vêtements, restauration. Sur une période de 18 mois, ils vont investir 45 millions ici. Ça va créer 500 emplois. C'est à proximité immédiate de la sortie d'autoroute. Juste en arrière, c'est ça, c'est la bretelle de l'autoroute. Et c'est une des retombées directes. Mardi passé, la ville, on a donné le contrat pour doubler le boulevard Cadieux, parce que actuellement, c'est 4 voies, le boulevard Cadieux, jusqu'à la hauteur de l'école secondaire des Patriotes. Oui, après ça se Après ça, on tombe vers une voie. Là, ça va être à 4 voies tout le long jusqu'au boulevard. Il y aura une piste cyclable ici aménagée par le promoteur sur son terrain. Et c'est fait pour qu'un projet de développement résidentiel qui s'en vient sur l'ancien Champéra, là où était la cour de triage qu'on a réussi à débloquer, on attend l'acquisition de ces terrains-là pour un projet de très grande envergure de développement résidentiel à proximité du centre d'achat, des écoles. On parle de transport actif, on va amener l'autobus jusqu'ici. On va faire pas un TOD au sens qui est exercé à Montréal, là, proche d'une gare, parce que nous autres, on est un peu plus petits, mettons, pour le moment. Fait qu'on va se contenter d'un petit TOD. C'est vraiment un centre autour d'une même place où tu peux partir de la maison chez vous à pied, te rendre à l'école, aller à l'aréna, parce que tout est à portée de main en dedans d'un kilomètre ici. Là. Et tu pourras venir au centre d'achat en plus. Donc, tous les services sont là en même place et ça, c'est ce qui fait partie du cadre de développement. Alors, d'ici 1 an et demi, il va normalement... 18 mois à compter de la signature et on devrait avoir signé, tout régler les papiers pour avoir signé définitivement le 1er juin. Donc, avant le 31 décembre 2015, il devrait avoir ici 500 emplois, 45 millions d'investissements puis des bâtisses, des commerces en opération. On aura sûrement l'occasion de revoir nous faire plaisir de vous revoir pour les inaugurations. Je pense que oui, parce que là, on est dans le positif, comme on disait un peu plus tôt. Tout à fait. Est-ce que c'est... Depuis quand est-ce qu'il y a une idée de développement comme ça? Dans ta vision à toi de la ville de Beauharnois, est-ce que ça fait longtemps que tu connais le potentiel? Oui. Moi, depuis... D'abord, avant de revenir en politique en 2009, j'étais au comité de développement de parachèvement de l'autoroute 30. On était venu me chercher dans le temps parce que ma connaissance du milieu, et je me suis impliqué avec le CLD et des gens d'affaires de la région, de Valleyfield et de Beauharnois, à travailler sur l'implantation et à travailler sur les retombées économiques de l'autoroute 30. Dans le temps, on nous disait l'autoroute 30 va investir 1 milliard dans le coin ici, il faut s'assurer qu'il y a des retombées, puis on espérait quelques dizaines de millions de retombées économiques. C'est 150 millions qu'on a obtenus parce qu'on a engagé quelqu'un, on a travaillé, on a établi des contacts avec les Espagnols qui traitaient le projet et on a généré des investissements énormes, que ce soit les entreprises d'excavation comme Loisel, la Valleyfield, des entreprises comme Brunet qui sont complètement transformées, qui ont créé une nouvelle industrie dans le coin. Mais on parle de 150 millions de retombées. Moi, j'ai toujours su que l'autoroute aurait un effet
colossal dans le coin. Et je me suis présenté parce qu'en 2009, je considérais que la ville stagnait, n'était pas prête, s'était pas préparée à ça. Dès qu'on est arrivé en fonction en 2009, j'ai lancé un programme de planification stratégique. Je suis allé chercher une subvention du fédéral pour faire ça. On a quand même dépensé 500 000 avec 260 000 de subventions. On a engagé des ingénieurs, on a engagé des spécialistes en développement commercial, en développement résidentiel, des économistes pour planifier. Et ils ont confirmé les données puis la vision qu'on avait de ça. Et quand on donne les chiffres aujourd'hui, ils sont confirmés par des économistes. C'est pas vrai qu'il n'y aura pas 20 000 de population. Est-ce que ça sera en 2020? Peut-être 2019 ou 2022, on ne s'astinera pas là-dessus, mais on va se trouver à au-dessus de 20 000 de population. Et c'est confirmé. Et on a les moyens, parce qu'en plus, on a donné un mandat à une firme spécialisée qui est Raymond Chabot de Grant Thornton pour analyser nos planifications financières pour prouver qu'on ne parle pas à travers notre chapeau. Ça, tout ça, c'est fait. Ça a pris comme 2 ans avec la consultation publique. Il y a eu beaucoup d'échanges avec les gens là-dedans. On a tous convenu de la démarche et là, on est en train de la réaliser. À quel point est-ce que les idées que vous avez recueillies dans les consultations publiques, à quel point est-ce que ça a modifié votre plan de match? Est-ce que vous aviez déjà une bonne idée de ce que les gens s'attendaient? Je pense qu'on avait une bonne idée parce que ça a été fort bien reçu par la population. Tout le monde a appuyé ces projets-là. Je ne peux pas vraiment mettre le doigt sur une affaire qui a été changée. Des affaires qui se sont perfectionnées tout au long de la démarche, qu'on a davantage étoffées. Nos analyses nous ont permis, et les professionnels nous ont permis d'aller beaucoup plus loin et de travailler davantage. Mais là, on sait qu'il faut qu'on intervienne dans le centre-ville. Il faut qu'on sauve le centre-ville. La consultation nous a aussi rappelé ça. Il y a beaucoup de monde en bas, puis ils ne veulent pas voir fermer le centre-ville. Eux autres, ici, quand on leur a donné le contrat, on leur a dit qu'il fallait qu'ils travaillent avec les gens du centre-ville aussi. Mais là, on va attirer le monde. Il y a une fuite commerciale énorme à Bois-Noir. C'est pas normal qu'il y ait un seul marché d'alimentation actuellement dans Bois-Noir, alors qu'il y en a un plus gros à Sainte-Martine avec la moitié de la population. Ça se peut pas. Mais tout le monde va magasiner ailleurs. Là, on va les arrêter à la sortie de l'autoroute ici. Rester là. Fait que s'ils restent ici, ils vont peut-être revenir dans le centre-ville. Et est-ce que la population s'implique? Est-ce que tu sens que la population a vraiment est avec vous là-dedans et a envie de fournir... Moi, je pense que oui. Il y a eu des tentatives. Tu sais, je te disais tantôt, on a passé un règlement d'emprunt de 30 millions. Il y a eu 5 signatures pour dire qu'il n'était pas sûr. C'est un appui unanime de la population, on arrête ça. On vient de revivre une campagne électorale. On était 3 candidats au lieu de 2. C'est le même résultat que la dernière fois. C'est aussi fort. Le monde, ils veulent ça. Il y a eu des tentatives de bloquer le projet de l'Office municipal d'habitation. Ça a été un aplatissage. Le monde a voté d'avance pour dire qu'il voulait le projet puis qu'il ne voulait pas de référendum. C'est la même chose qu'on vient de vivre avec le projet Malenfant dans le secteur ouest à Mélodeville. Il y a eu une opposition de 3-4 personnes qui voulaient forcer un référendum pour bloquer le projet de développement. On n'a même pas eu besoin d'ouvrir un référendum. Les gens sont venus voter d'avance en nous donnant une lettre en disant « Nous autres, on le veut, le projet ». Moi, je suis convaincu qu'il y a un appui très, très, très généralisé de la population et c'est à tous les jours que je me le fais dire.